écoutez l'édition du 23 juillet 2014 d'Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici Audrey Gosselin-Pellerin, votre animatrice, en compagnie de Florence B. Lepage à la technique. Bonjour Florence. Bonjour. On a aussi Cynthia Falaise qui est avec nous en studio. Allô Cynthia. Salut Audrey. Ève et Pandore est une émission féministe francophone diffusée tous les 3 mois dans le cadre de Hersey. On veut porter un regard réflexif et pluriel sur des aspects à la fois politiques, sociaux et économiques, des thèmes qui touchent les femmes de tout horizon et mettre aussi de l'avant des pistes d'action féministes. Il est présentement 18h02. On est avec vous jusqu'à 19h et aujourd'hui à l'émission, Cynthia, tu vas animer une discussion entre féministes. Oui, tout à fait. On va parler des débats entre féministes. Est-ce qu'ils sont souhaitables? Comment on doit les faire? Donc, on a ici 2 invités en studio avec qui on va mener la discussion. Merci. Et Florence, tu nous as concocté un reportage? Oui, on va parler de douleurs vulvo-vaginales qui touchent une femme sur 5. Il y a aussi Alia Chakridi qui va nous proposer une entrevue avec Star Child Stella, une artiste de rue féministe. Et de mon côté, je vous ai préparé une petite chronique sur une femme qui dérange dans l'actualité. C'est ce qu'on appelle notre segment Ève et Pandore. Donc, restez à l'écoute pour savoir de qui on vous parle aujourd'hui. Bonne émission! Pour nous joindre en studio durant l'émission, composez le 514-448-4013. Vous pouvez également tweeter avec nous à travers le compte de CKUT ou nous écrire à travers notre page Facebook, la page de Ève et Pandore, CKUT 90,3 FM. Si vous aimez le thème musical que vous entendez en ce moment, eh bien, c'est l'artiste féministe Donzelle qui sera en spectacle à la Vitrola le 28 juillet à 22h30, donc c'est ce lundi. Puis avant de rejoindre Cynthia qui va animer la discussion sur les débats publics entre féministes, on tient à remercier Mélissa Beaulieu-Lucier qui a contribué à préparer cette émission et Souad Martin-Saoudi qui a aussi choisi les super pièces musicales que vous allez entendre tout au long de l'émission. Alors, merci à vous deux. Donc, Cynthia, c'est à toi. On a hâte d'entendre cette belle discussion sur les débats publics. Oui, tout à fait. Merci, Audrey. Alors, comme on le disait en introduction, on va faire une petite discussion sur les débats entre féministes. Le point de départ de cette réflexion-là dans notre collectif, c'était la publication de la lettre de Céline Nequet. Céline Nequet qui est venue à l'émission au mois d'avril dernier, qui nous a parlé de sa lettre concernant Léa Clermont-Dion. Ça avait fait une petite controverse sur les réseaux sociaux. Il y avait eu des répliques d'un collectif de féministes, également une réponse de Léa Clermont-Dion et Céline Nequet avait aussi rédigé une réplique. Bref, ça avait fait bouger les réseaux sociaux et ça nous a fait faire des débats entre nous dans le collectif, à savoir comment faire ces débats-là. Est-ce qu'on les fait en public? Est-ce qu'on les fait en privé? Dans les institutions, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils nuisent au mouvement féministe ou est-ce qu'ils y contribuent? Alors, pour discuter de tout ça, nous sommes en studio avec Chantal Caron. Chantal Caron est une militante féministe depuis plusieurs années. Elle a fondé un centre de femmes et a travaillé à la direction d'un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à Sorel-Tracy. Bonjour, Madame Caron. Bonjour. Nous sommes également avec Marie-Sophie Villeneuve, féministe et militante, spécialisée sur les enjeux de pauvreté et droits de la personne. Elle évolue depuis plus de 10 ans dans le milieu des organismes de solidarité internationale et de droits de la personne, notamment chez Amnesty International et Développement et Paix. Bonjour Marie-Sophie Villeneuve. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, on brise la glace. Madame Caron, les débats publics entre féministes souhaitables ou à éviter? Les débats personnifiés sont à éviter. Mm-hmm. Si vous me laissez continuer un peu sur cette drive-là, pour moi, le patriarcat, on est tous colonisés par le système patriarcal, on le connaît, on le sait. Certaines personnes, des fois, vont dans leur vécu, dans leur attitude, dans leur prise de position publique, vont prendre des positions qui sont tout simplement la réponse, qui prouvent qu'ils ont une place dans ce système patriarcal-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont féministes, que ce sont des positions féministes. Moi, j'appelle ça un cancer. Quand on tue quelqu'un pour tuer le cancer, on ne règle pas le problème. C'est vraiment, là, si on a un problème à régler, c'est au niveau du patriarcat et non au porteur de parole. Voilà. Merci. Marie-Sophie Villeneuve, débat public à éviter ou souhaitable?
vu que Chantal a répondu à la question des débats personnifiés, donc je vais rester pour l'instant dans ce thème-là. Oui, moi, les débats personnifiés, ça m'intéresse pas personnellement comme féministe. Quand il y a le petit buzz autour dans les médias sociaux qui pogne, je suis pas, à moins qu'on soit samedi matin, que vraiment je m'emmerde, j'ai rien à faire, puis je suis en peine de ma vie, je vais peut-être lire ça, mais sinon, ça m'intéresse pas. Cependant, dire qu'il faut les éviter, oui, mais le mouvement féministe, on peut maintenant parler des mouvements féministes. Oui. Il est tellement pluriel, il est dans tellement d'endroits est-ce que vraiment on peut réguler ça? Est-ce que vraiment on peut faire un appel à, bon, mais là, les débats personnifiés, tout le monde, on va se calmer, on va arrêter de les faire. Donc, moi, quand je vois passer quelque chose comme ça sur un site féministe, et là, c'est un débat personnifié, je me dis, bon, mais si les gens veulent, s'il y en a qui veulent s'exciter pendant 1 heure autour de ces questions-là, qu'ils le fassent. C'est pas moi qui va mettre de l'énergie à interdire ou réguler ce type de débat-là. Je pense pas qu'on ait un gros problème majeur de ce côté-là. Pendant qu'on parle de débats personnifiés, on l'a vu dernièrement qu'il y en a plusieurs débats qui se sont polarisés autour d'une personnalité. Ça a été le cas avec Léa Clermont-Dion, comme on en a parlé, avec son livre « La revanche des moches ». Plus à l'international, il y a eu aussi Beyoncé, qui a fait son plus récent album, où elle se revendiquait féministe. Ça a fait des débats très personnifiés au Québec aussi. Il y a eu Jeannette Bertrand et sa sortie Pro-Charte. Ça a aussi personnalisé le débat. Il semble que vous êtes toutes les deux un peu contre cette tendance, mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on débat aussi largement en public, ça contribue pas à cette tendance-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de personnifier des débats qui sont beaucoup plus larges, qui devraient se tenir autour des mouvements féministes, comme vous l'avez dit, Marie-Sophie Villeneuve, ou est-ce qu'on est vraiment en train de focusser sur des personnes en particulier et de créer tout simplement des catégories de bonnes et de mauvaises féministes? Je vous écoute, Chantal Caron. C'est ce que je regrette à un moment donné, quand on prend des personnalités comme ça et qu'on les met au pilori comme ça. Il me semble qu'on passe à côté complètement du combat. On passe complètement à côté d'une réelle analyse. Et vous avez posé la question, vous avez parlé de génération. Je me pose la question, sincèrement. Pas tant qu'à l'analyse féministe, elle est restée la même, mais tant qu'à la façon de voir les choses. Il y a eu, depuis quelques années, une tendance à la télé-réalité, une façon de montrer les vies personnelles des gens qui appartient peut-être pas à une autre génération et qui choque peut-être beaucoup de gens et qui, moi, à mon sens, nous empêche de faire une réelle analyse d'une situation. Si quelqu'un me fait un témoignage devant moi, je suis mal placée pour témoigner, je suis mal placée pour critiquer, je critiquerais la personne, ça tue la critique. Si on veut critiquer, on va parler d'analyse. Et en plus, ce qui me dérange beaucoup, c'est que je trouve que ça nous touche là où on est, nous, femmes, sans être essentialistes, là, je dirais, dans notre sensibilité, les sensibilités à l'autre. Quand on nous présente un témoignage devant nous et qu'on ne peut pas parler, et que d'autres osent parler, qu'on est touché personnellement et qu'on entre dans des combats émotifs, on sort de notre capacité d'analyse, là. Mm-hmm. Moi, ça fait partie accéder à une tribune publique. C'est pas parler dans sa cuisine, c'est devenir une personnalité publique. De tout temps, c'est s'exposer à des critiques, c'est s'exposer à des moqueries. Bien entendu, on met la limite de la violence, du harcèlement, de l'intimidation. Hein? Ça, c'est une question de dignité humaine. Effectivement, qu'on soit une personnalité publique ou non, on ne doit pas être victime de ces choses-là. Les médias sociaux viennent changer la donne parce qu'ils rendent un lien plus direct entre la personnalité publique puis les gens qui le voient, l'entendent. Ils peuvent commenter, ils peuvent critiquer directement sur sa page Facebook, etc. Maintenant, quand des gens comme Clermont-Dion ou Beyoncé se font critiquer, ce ne sont pas que des féministes qui critiquent ces gens-là, c'est un peu tout le monde. Et deviennent vraiment des personnalités publiques qui se retrouvent ridiculisées ou moquées ou critiquées ou des gens qui montent au front pour les défendre. Donc, ça fait un peu partie du fait de devenir une personnalité publique. Tant que ça n'affecte pas la dignité de la personne qui est en cause, moi, je veux dire, comme je vous dis, c'est pas le genre de choses comme féministe qui m'intéresse parce que justement, quand on parle d'analyse puis de débat, je m'en vais pas vers des lieux où il y a des choses, des critiques de personnalités publiques. Puis là, on parle tout du dernier disque de Beyoncé. Si je vais être dans l'analyse, je ne serai pas dans ces lieux-là. Je vais aller dans d'autres lieux où là, on va plus faire des analyses. Donc, c'est pour ça que
je me dis, bon, les gens veulent s'arracher un peu les cheveux avec les sorties de Beyoncé. Mais allez-y, faites-le. Je veux dire, c'est la liberté d'expression, c'est ça qui t'intéresse, toi, dans la vie. OK, moi, comme féministe, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je me regroupe avec des féministes qui partagent des intérêts et des stratégies qui sont les mêmes. Est-ce que, justement, on parle de lieux où est-ce qu'on peut débattre, faire de l'analyse, dans le fond, puis un peu confronter nos idées entre féministes? Est-ce que ça doit se faire en institution ou justement sur les réseaux sociaux? On a parlé des réseaux sociaux, des dangers que ça pose pour la personnification du débat ou l'accès à des personnalités publiques. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'investir des institutions féministes et de s'assurer que ces institutions-là soient ouvertes à tous les mouvements, à toutes les féministes, et qu'on puisse ensuite être un peu plus forte pour affronter le monde extérieur, entre guillemets, dans le sens où est-ce qu'on peut se solidariser entre nous, entre institutions, dans un lieu un peu plus safe? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Caron? Les médias sociaux, moi, je trouve que c'est révolutionnaire. Je trouve que ça permet d'atteindre beaucoup de gens, ça permet de conscientiser beaucoup de gens, ça permet de faire de l'éducation populaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai adhéré, malgré mon âge. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, justement, pour faire de l'éducation, pour m'éduquer moi-même, parce que on est toujours en apprentissage. Et puis, mais c'est sûr que là où je suis parfaitement en accord avec... Madame, excusez. Madame Villeneuve. Je suis parfaitement en accord. C'est quand on tombe dans les personnalités, dans ces combats-là. Moi, je suis pas vraiment dans cette game-là, mais je les déplore. Je les déplore vraiment, sincèrement, parce que au-delà de ça, il y a des gens qui souffrent. On blesse des gens inutilement. Là, je trouve que ça porte pas un message riche, intéressant pour le féminisme. Oui, je le déplore. Oui, peut-être qu'ils ont le droit, là, tout le monde a le droit individuel d'accéder à une tribune publique ou ces choses-là. Mais ces tribunes publiques-là sont très populaires. On a vu Gab Roy, comme il était populaire. C'était, quand on s'en va dans le culte de personnalité, on devient facilement très populaire. Ouais. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on va faire connaître plus le féminisme, permettre aux gens d'approcher, de mieux connaître? C'est possible, je le sais pas. Je pense que c'est toujours bien de parler du féminisme, mais on va essayer d'en bien en parler quand même, là, mais je regrette beaucoup, beaucoup les débats personnifiés. Mais faut pas oublier que, bon, par exemple, pour le débat Equette et Clermont-Dion, ça reste un débat qui s'est fait à l'intérieur des espaces féministes. Donc, le grand public n'a pas accès à ces débats-là très facilement. Equette, c'est sur le site « Je suis féministe ». Donc, les seules personnes que je connaisse qui connaissent ce site-là sont soit des féministes, soit des adversaires acharnés du féminisme qui viennent, je sais pas pourquoi, ils s'amusent à passer sur ces sites-là et mettre des commentaires haineux. Mais je veux dire, je suis vraiment dans des milieux, j'évolue dans des milieux militants qui sont non féministes, pas forcément, je viens d'un milieu très sexiste, et ils ne connaissent rien, ils ne savent même pas c'est qui Léa Clermont-Dion. Donc, même si c'est parmi une des plus grosses figures, en guillemets, là, vous me pardonnez, mainstream, tu sais, qui a réussi à pénétrer dans les médias traditionnels, ça reste encore, je pense pas qu'il y a un équivalent de Gab Roy dans le mouvement féministe. Donc, je pense pas que le mouvement féministe actuellement fait face à un problème de personnification des débats dans l'espace public. Il y a eu une réponse de Véronique Robert, justement, à cette lettre-là. Et Véronique Robert a été blogueuse au Voir et blogueuse au Cybervoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec Gab Roy, qu'elle a beaucoup critiqué, là, d'ailleurs, en tant que féministe. Là. Mais oui, ça l'a touché une tribune très large et beaucoup plus large que juste le petit réseau féministe. D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on a déjà presque plus de temps, mais je voulais parler un petit peu, l'année dernière, au début de cette année, on a parlé de la Charte de la laïcité. Ce qu'on a vu, bon, avec la charte déposée par le Parti québécois, ça a soulevé des débats dans tous les secteurs, mais aussi et beaucoup à l'intérieur du mouvement féministe. Là, on parlait, bon, Marie-Sophie Villeneuve, vous disiez que c'était plutôt confiné, le débat Léa Clermont-Dion, Céline Nequet, alors que là, on avait un débat qui mobilisait beaucoup de secteurs de la population. On l'a vu avec les déchirements au sein de la FFQ, avec le regroupement des Jeannettes, le groupe pour le droit des femmes. Il y a aussi eu des personnalités plus présentes, Dalila Awa, Jamila Benhabib. Est-ce que ça aurait été possible de contenir un tel débat qui mobilisait autant la population dans son ensemble dans quelque chose d'un peu plus restreint au mouvement féministe? Aux États généraux du féminisme, la laïcité, le débat sur la laïcité a complètement été éjecté. Et si c'était resté à l'intérieur, peut-être que ça n'aurait pas débordé de cette manière-là. Okay. Moi, je déplore aussi qu'on ne soit pas capable de parler à l'intérieur de nos institutions. C'est dommage.
Mais moi, ça va rejoindre la question précédente. Mon féminisme n'a pas lieu à l'intérieur des institutions féministes. Donc, il y a un côté où je pense que faut accepter que les mouvements féministes aujourd'hui se déploient sur plusieurs tribunes. Moi, je suis beaucoup sur Facebook et ça répond à mes besoins. Et par exemple, on a un groupe de féministes, on est presque 1000 aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que c'est tous des gens qui ont des enfants ou pas d'enfants, des emplois. On n'a pas le temps d'aller à des réunions parce qu'on en a déjà tout plein ailleurs et on n'a pas le temps d'avoir des très grosses réunions de discussion, mais c'est un endroit où on peut se connecter à tous les jours et on débat de tous les sujets. Et là, Beyoncé, il passe, tout le monde y passe. Et ça se fait à l'intérieur d'une structure qui est quand même fermée. Tu sais que c'est entre féministes que ça se passe, mais on peut le faire de la maison ou de notre travail. Mais justement, je veux dire, le débat sur la charte, est-ce qu'on aurait pu le faire à l'intérieur de l'institution? Qu'il n'ait pas lieu à l'intérieur de l'institution, c'est une autre question. Est-ce qu'on aurait pu le contenir à l'institution? C'est impossible. Non, certainement c'est impossible pas. parce si vous me permettez de vous couper, c'est pas la question de le contenir. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est que les institutions sont la voix du féminisme auprès du gouvernement. Il s'agissait d'un projet de loi qui a été déposé par un parti qui était au pouvoir à ce moment-là et qui a été débattu sur le plan politique. Alors, c'était normal que les institutions prennent une position politique. Et c'est sûr que si ça avait été débattu à l'intérieur des États généraux du féminisme qui sont arrivés juste à point, là, et ils étaient là pour ça, mais toute la question de la laïcité a été éjectée point après point. Tout est sorti de l'espace de discussion, malheureusement. Et là, ça s'est retrouvé dans les médias sociaux et ça s'est retrouvé sur n'importe quelle tribune et véhiculé par des gens qui n'étaient pas habilités à le faire, malheureusement. J'aimerais vous amener sur la question un peu plus générationnelle. Chantal Caron, en préparant cette émission, on a discuté un petit peu du changement générationnel de troisième vague de féminisme, d'intersectionnalité. Puis, on s'est demandé un peu qu'est-ce que ça changeait dans la donne par rapport au débat public. Donc, j'aimerais vous entendre à cet égard. Qu'est-ce que l'intersectionnalité a amené dans le débat entre féministes? Bien, il a fragmenté le féminisme. Ce que je vois, c'est qu'il est insuffisant. On a présenté l'intersectionnalité comme étant le 2.0. On parle de cyberféminisme maintenant, mais on a présenté ça comme le 2.0 du féminisme, et je ne le crois pas. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne nous a pas permis de critiquer cette nouvelle analyse féministe-là parce qu'on nous a présenté ça encore sous forme de témoignage qui ne nous permettait pas, encore une fois, d'être critiques. Et quand il y avait des critiques, c'était des critiques qui étaient personnifiées. Et là, les mots « phobes », entre parenthèses, sortaient en masse. Homophobe, islamophobe, racisophobe. En fait, tout est sorti, là, tu sais. C'est ça qui arrive quand on personnifie. Marie-Sophie Villeneuve, en conclusion, est-ce que l'intersectionnalité a monté les femmes l'une contre l'autre et a créé des débats au lieu de voir une sororité entre toutes les femmes? Bien, d'abord, moi, je trouve que c'est une... Il y a comment, je dirais pas malhonnêteté intellectuelle, là, mais il y a un biais un peu bizarre parce que la sororité existait à un moment où des groupes de femmes étaient exclus du mouvement féministe. Donc, c'est qu'à partir du moment où des groupes de femmes s'incluent dans le mouvement féministe et apportent de nouvelles approches, et là, on les accuse de diviser le mouvement féministe, j'ai un peu des étincelles dans le cerveau au moment où il faudrait peut-être qu'on en parle plus longuement, mais le mouvement féminisme, c'est les femmes. Le problème avec l'intersectionnalité, c'est quand on fait entrer le loup dans la bergerie. Quand on parle, par exemple, des combats, par exemple, colonialistes, on fait entrer les hommes avec. Si on prend des combats, par exemple, des femmes à l'intérieur de l'islam, on fait entrer les islamistes. On fait entrer le loup dans la bergerie. Quand on parle de féminisme, on parle entre femmes de toute nationalité. Et c'est pas vrai que les gens aiment ça, toutes être dans des bocales. C'est pas vrai que les gens préfèrent rester à l'intérieur de leur réserve ou de leur petite communauté. Mais c'est pas ça que j'ai entendu de la part des féministes intersectorielles. Je dois vous arrêter, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps à débattre. Je vais vous remercier. D'abord, Marie-Sophie Villeneuve, merci beaucoup d'avoir été présente. Chantal Caron, merci beaucoup. Et à toi, Audrey. Merci, Cynthia, et à vous trois pour c'est une belle discussion. Peut-être qu'on pourra poursuivre dans 3 mois, qui sait. Vous écoutez toujours le collectif d'Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Restez avec nous jusqu'à 19h parce qu'on a encore beaucoup de contenu hyper intéressant pour vous. Pour le moment, on poursuit en musique avec la musicienne et DJ d'origine portoricaine Busca Buya.
Vous écoutiez la pièce Sono de Bouscabouya sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Maintenant, on va écouter l'entrevue d'Alia qui a rencontré un peu plus tôt cette semaine dans un café la graffeuse Starchild Stella. Stella fait du graffiti depuis plusieurs années. Le graffiti, l'art de rue et le féminisme sont des sujets sur lesquels elle réfléchit aussi de façon plus théorique. Puis, comme elle va nous l'expliquer, elle a un style dit queer femme, c'est-à-dire qu'elle peint des personnages au visage doux, voire féminin, avec des couleurs pastel, mais aussi accompagnés de messages chocs comme « Fuck you, you and your macho bullshit » ou « Cats against catcalls ». D'ailleurs, tout au long de l'entrevue, on va partager des œuvres de Stella sur notre Facebook et le compte Twitter de CKUT, là, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Puis avant de débuter le segment, il faut aussi préciser, pour bien comprendre le propos de Stella, qu'elle fait une distinction entre le graffiti, qui utilise l'aérosol, et l'art de rue ou street art, qui utilise d'autres médiums comme les affiches. Donc on écoute Stella nous parler de son expérience en tant que graffeuse et en tant que féministe. Bonjour, mon nom est Starchild Stella. Je suis une artiste qui pratique depuis plusieurs années. Ma technique, si on veut, c'est le graffiti. En fait, c'est un espèce d'hybride entre le graffiti et le street art, dans le sens que j'utilise beaucoup de canettes aérosols, mais j'utilise aussi différents médiums, comme le collage et les autocollants dans la rue. Aussi mon style est différent parce que je fais pas du graffiti traditionnel. Je fais surtout des personnages. C'est en fait à ce moment-ci dans ma vie, je dirais que c'est comme un peu une exploration de mon identité en tant que personne queer et femme et qui aime beaucoup le style femme, si on veut. Pour moi, c'est vraiment une méthode de coping pour dealer avec mes problèmes. Donc, tout mon art est vraiment personnel et qui est vraiment un produit de ma douleur, si on veut. Dans mon travail, les thèmes récurrents, c'est, je dirais, l'amitié, le support. Je parle beaucoup sur le harcèlement de rue et aussi de s'identifier en tant que survivor, mais en tant de... J'ai pas trouvé de bonne traduction en français, mais comme de personnes qui ont survécu le viol. Donc ça, c'est les thèmes qui sont le plus importants dans mon travail en ce moment, mais ça a évolué au cours des années et ça risque d'évoluer drastiquement dans les prochaines années. Mon esthétique est femme. Je fais des personnages qui sont femmes et fierce, et c'est des personnes fortes qui prennent pas de bullshit. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle joue le féminisme dans ton art? C'est-à-dire, est-ce que tu étais féministe avant de faire du graffiti ou est-ce que tu es une graffeuse avant d'être féministe? Mon coming out féministe est assez récent. Je dirais que ça fait depuis 2010 que je m'identifie vraiment fortement comme féministe. Ça aussi, ça a évolué au cours des années. Je suis pas la même féministe qu'en 2010. Il y a beaucoup d'évolutions qui s'est faites. En fait, c'est vraiment intéressant parce que je m'intéresse au graphe depuis vraiment plus longtemps. Puis à l'époque, je me voyais même comme anti-féministe, c'est un peu une joke, là. Ça a vraiment progressé mon affaire. Mais en fait, je me suis intéressée au féminisme pour dealer un peu avec ma santé mentale, puis à mettre des mots à mes expériences de traumatisme. Donc, c'est très personnel, puis je vais pas entrer trop là-dessus, mais pour moi, le féminisme est apparu dans ma vie pour théoriser des expériences de ma vie de tous les jours et des événements comme que je peux mettre à l'écart. Mais c'est ça, pour moi, ça a vraiment été un gros changement dans ma vie, puis ça m'a vraiment aidé à passer au travers des expériences négatives, si on veut. Mais avant, je vivais du sexisme, mais je me rendais pas compte. J'appelais pas ça comme ça, je trouvais juste que c'est de la merde, qu'est-ce qui m'arrive. Je pensais pas que c'était quelque chose de genré. Maintenant, je suis capable de le théoriser puis de le verbaliser d'une autre façon. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me qualifient de feminist street artist, mais ça, je dirais que c'est assez nouveau dans ma carrière, puis même dans mon art, c'est quelque chose de relativement nouveau. Puis, je pense que ça va continuer comme ça pour un bout. Puis, à ton avis, est-ce qu'il existe un art de rue féministe? Est-ce qu'il y a un mouvement ou une communauté ou un réseau qui se crée à Montréal ou ailleurs dans le monde qui tourne autour de cet art de rue féministe?
Communauté, c'est un mot qui est assez loaded. C'est un mot qui est très fort. En ce moment, à Montréal, je pense pas qu'il y ait quelque chose comme une communauté de street art féministe. Même mondialement, c'est vraiment difficile de parler de communauté parce que pour moi, pour qu'il y ait une communauté, ça prend des membres actifs qui sont là depuis plusieurs années, ainsi que des nouveaux membres, on s'entend. Mais je dirais que le street art féministe, comme on peut le penser, c'est relativement récent, même si il y en a toujours eu, si on veut. C'est depuis la deuxième vague féministe, les graffitis féministes, c'est quelque chose de super présent par rapport au mouvement, si on veut. Mais je dirais que c'est communauté, non. Est-ce qu'il y a un network, un réseau de street art, de féministes qui font du street art? Oui, il y en a, mais je dirais pas que c'est une communauté parce que je pense qu'on est tous un peu isolés l'un de l'autre, puis il y a très peu de dialogue qui découle entre nous, entre street artists. Je pense qu'il y a quand même des dialogues entre le public et certaines street artists, mais entre les street artists comme tels et de support, j'en vois pas tant que ça. Tandis que je te dirais que dans le graphe, il y a vraiment quelque chose entre femmes. Il y a plus quelque chose que ça, même une communauté, dans le sens que depuis les années que j'en fais, j'ai rencontré plein de femmes qui en font, qui viennent de différentes villes, même de différents pays. On me présente régulièrement des femmes qui en font par le biais d'Internet ou juste par contact, par des amis. Puis, toutes ces femmes-là, s'ils viennent à Montréal, je vais les accueillir, je vais aller peindre avec elles. Puis, si je vais dans une autre ville, si je vais à Berlin, si je vais à New York, si je vais à Boston, si je vais à San Francisco, Oakland, un peu n'importe où, il va y avoir une femme qui va être là pour m'accueillir, pour peindre avec moi. Pour moi, ça, c'est une forme de support que dans le street art, j'ai pas encore vécu. Je dis pas que ça n'existera pas ou que c'est utopique de penser que ça n'arrivera pas. Mais en ce moment, je pense que communauté, c'est un mot qui est trop loaded pour utiliser pour décrire qu'est-ce qui se passe entre les féministes qui font du street art. Parce que c'est assez nouveau aussi avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe et les discussions qu'on a. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment les autres artistes de la scène réagissent à ton travail? Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je peux juste parler de mes expériences à moi, qui sont très particulières parce que j'ai un style qui est très femme et qui est aussi très personnel. Puis aussi, dans la vie, ma présentation, c'est un style qui est très femme. Les gens me décriraient genre comme une fille, genre. Je sais pas comment dire ça autrement, mais la façon que je me présente dans la vie de tous les jours, ça influence vraiment la réception de mon travail, aussi la réception, comment les gens m'acceptent et me jugent, si on veut. Fait qu'on parlait de coming out féministe un peu avant. Moi, mon coming out féministe est vraiment relié à mes expériences avec la misogynie dans le graffiti, avec la culture du viol à l'intérieur du graffiti, et aussi parce que je dirais, en fait, quand t'es une femme dans ce milieu-là, c'est vraiment si t'es hâtée comme femme, parce que si t'as un style qui est comme un peu gender neutral, si ton style de graffiti ou de street art a pas de genre comme tel, tu vas être moins victime de sexisme. Peut-être dans tes relations interpersonnelles, c'est peut-être différent, mais comme ton art va être moins visé par la misogynie, par l'homophobie, par la transphobie, etc. Mais pour moi, mon expérience, j'ai toujours vécu énormément de misogynie là-dedans parce que j'ai un style qui est très femme et je peinture des personnages qui sont très fierce puis qui parlent contre ces dynamiques-là, contre la culture du viol, mais contre le harcèlement dans la rue, les 4 cases puis le sexisme de tous les jours, si on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment facile de parler de misogynie parce que j'en ai vécu énormément et dans ma vie personnelle et dans mon art et dans la réception de mon art.
j'essaie de pas parler de pas parler au travers de mon chapeau parce que je connais juste mes expériences et celles de mes amis et c'est pas à moi de parler des expériences des autres personnes si on veut. Mais tu sais, il y en a de l'homophobie, du sexisme, de la transphobie, du racisme et beaucoup d'autres comportements oppressifs au travers du graffiti puis du street art et même à Montréal. Mais ces choses-là sont vraiment difficiles à caller out, là. Je sais pas trop comment dire ça, mais comme de parler de ces choses-là, c'est vraiment difficile parce que d'un côté, c'est des expériences super personnelles pour les personnes qui sont concernées, mais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme pour ça. Il n'y a aucun moyen de se sentir en sécurité par rapport à ces sujets-là. Puis je crois pas vraiment je crois pas au safe space de façon générale, là. Mais dans ce milieu-là, c'est impossible. La rue, c'est à tout le monde, là. C'était l'entrevue d'Alia Chakridi avec Star Child Stella. C'était un sujet vraiment passionnant dont on aurait également pu discuter pendant des heures, en plus du débat public entre féministes. On remercie Stella qui a pris le temps de nous parler cette semaine et aussi Alia Chakridi qui a préparé cette entrevue. Si vous voulez en connaître davantage sur l'artiste Star Child Stella, vous pouvez retrouver des liens là, sur notre page Facebook vers sa page Facebook à elle, son compte Instagram et aussi un lien vers le blog de Jessica Pabin, qui est une chercheuse et une blogueuse qui travaille sur l'art de rue féministe et qui a également interviewé Stella. Donc on s'en va écouter Partir de Cero de Ana Tijoux, une rappeuse franco-chilienne. Quemar en mis cartuchos, sentí la pólvora quemando de mis puchos. De poco a mucho aplastar la mala racha. Si la vida me apunta, mi autoestima se agacha. Para partir muriendo, salir de los escombros y reírme en mi entierro. Abracé mis demonios cuando querías mi asiento, pero el puesto está ocupado, nena, llámate mi miedo. Voy a partir mirándome, por esta boca se rima y por esta boca se come. Mi boca con mi rima y ya no hay quien me la controle. Es parte del todo y de mi mejor error. Luego, para partir en quinta, mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta. Ya no freno, solo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te habita. Empezaré del comienzo. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré del comienzo. La cuestión, tiempo. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Voy a partir segura. Si no parto segura se romperá mi armadura. La moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda censura. Pura cepa para partir perdiendo. Perdiendo se valora el detalle de un gran comienzo. Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo manejo de una industria que solo quiere forcejo. Eso yo lo dejo para partir saliendo. Ya bajé demasiado y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero. Cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina es una más de todo este gran retoque. Enfoque, emboque hasta que no se equivoque. Oh, luego cabecea la nuca. La batera te marca. C'était Partir de Cero d'Ana Tijoux. Il est 18h37. Vous écoutez toujours Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est maintenant le temps du segment Ève et Pandore. Donc, je vous explique d'abord rapidement là, d'où est venu ce segment. Ève et Pandore sont deux femmes qui, dans leur mythologie respective, chrétienne et grecque, ont désobéi aux ordres d'une divinité suprême masculine. Dans le cas d'Ève, c'est Dieu, et Zeus dans le cas de Pandore. On se rappellera la fameuse boîte de Pandore. De par leur désobéissance, elles ont clairement dérangé la divinité masculine qui les a par la suite accusées d'être responsables des plus grands maux de l'humanité, là, rien de moins. Alors, en plus de reprendre le nom de ces femmes accusées injustement pour notre émission, eh bien, on vous offre à chaque édition le portrait d'une femme qui, dernièrement, a elle aussi dérangé. Aujourd'hui, on vous parle de Mélodie Nelson, qui est la mère de 2 enfants. Un peu plus tôt cet été, alors qu'elle était à la pataugeoire de son quartier, elle s'est fait demander à 2 reprises de cesser d'allaiter. Les sauveteurs qui lui ont fait la demande ont affirmé avoir agi suite aux pressions d'autres usagers de la pataugeoire. Le comportement de Mélodie Nelson, d'allaiter son enfant en public, tout simplement, était considéré peu discret et dérangeant. Puis Mélodie Nelson, on sait, est loin d'être la première mère à vivre cette situation. Il y a eu d'autres controverses par le passé.
Donc, bien que Mme Nielsen ait reçu l'appui de plusieurs, il y a de nombreux autres individus qui ont effectué des commentaires vraiment troublants, là, la qualifiant d'indiscrète, de cochonne, d'exhibitionniste. Donc, à nos yeux, ces commentaires-là nous rappellent que le patriarcat est toujours présent. Puis les médias traditionnels se sont surtout arrêtés à relater les événements et discuter de la légalité ou non de l'allaitement public. C'est tout à fait légal pour celles et ceux qui en doutaient. Là, restreindre le droit d'une femme d'allaiter son enfant est considéré, selon la Charte canadienne des droits et libertés, comme une discrimination basée sur le sexe. Bref, au-delà de l'enjeu à savoir si c'est légal ou si c'est interdit, les grands médias ont peu traité le sujet plus en profondeur pour essayer de comprendre vraiment pourquoi cette femme qui allaite en public dérange tant. Ici, à Ève et Pandore, on trouve que cette situation-là est assez paradoxale et illustre bien une des contradictions du système patriarcal contre lequel on lutte en Amérique du Nord. Le patriarcat encourage un idéal type de la femme naturellement et instinctivement maternelle et dont le rôle principal dans la société est de se reproduire, de prendre soin et d'élever les enfants. C'est un idéal qui met beaucoup de pression sur les femmes en général, qui devraient toutes, selon les normes sociales, vouloir des enfants, et beaucoup aussi sur les mères quant à leur performance, là, entre guillemets, en tant que maman. De nombreuses femmes ont d'ailleurs déjà exprimé la honte qu'elles ressentent et le jugement qu'elles subissent lorsqu'elles n'allaitent pas, que ce soit par choix ou par incapacité. On se rappellera, là, c'est un sujet qui a alimenté aussi la controverse il y a 2 ans, après la fameuse campagne publique « L'allaitement, c'est glamour », « Allaiter, c'est glamour », incitant les femmes à l'allaitement, justement. Malgré toute la pression pour être la mère parfaite, qui, entre autres, allaite, mais lorsqu'une femme choisit effectivement d'allaiter, les gens sont mal à l'aise, dérangés, voire offusqués lorsqu'elle le fait publiquement. Ça démontre à quel point c'est difficile pour les femmes de satisfaire les attentes sociales quand on vit dans un système patriarcal. Il faut vouloir des enfants, sinon on est jugé. Il faut vouloir allaiter ses enfants, sinon on est jugé. Et si on les allaite, il faut rester chez soi ou se cacher pour le faire, sinon on est jugé. Puis encore davantage, si on les allaite plus que quelques mois, ça devient bizarre, voire pervers aux yeux de plusieurs. Au final, ça démontre que même dans une situation maternelle d'allaitement, le corps de la femme est encore et toujours hyper sexualisé. La femme qui s'exhibe, entre guillemets, en allaitant devant public, choque et dérange parce qu'elle ne correspond pas à l'image que la société se fait de la pudeur que devrait avoir une femme et encore plus particulièrement une mère. Bref, le collectif d'Ève et Pandore est solidaire de Mme Nielsen, qui a refusé de céder face à la pression des sauveteurs et des usagers de la pâte au genre et qui n'a pas hésité aussi à dénoncer la situation. Son geste encourage, on espère, les mères à se sentir plus libres d'allaiter en public si elles le désirent et participe aussi à la lutte contre l'hypersexualisation du corps des femmes. Mélodie Nielsen, parce qu'elle a dérangé et s'est affirmée, est notre Ève et Pandore de l'émission. C'était Las Kellys, un groupe de rock argentin exclusivement féminin qui, effectivement, brasse la baraque. Et avant d'écouter le reportage de Florence, je voulais juste vous mentionner, là, si les controverses autour de l'allaitement public vous intéressent, ne manquez pas de lire l'article humoristique sur l'allaitement public et son effet désastreux sur les hommes mariés qu'on va partager sur notre page Facebook. C'est assez drôle, c'est assez marrant. Maintenant, on retrouve Florence. Florence, tu as travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines sur un reportage sur les douleurs vulvo-vaginales.
Oui, exactement. C'est une problématique qui touche pourtant une femme sur 5 et on en entend peu parler. C'est pourquoi on a décidé d'aborder le sujet ici à l'émission. Et pour entrer justement dans le sujet, on va écouter d'abord comment une jeune femme de 23 ans a découvert qu'elle vivait des douleurs anormales. Et pour le bien du reportage, elle a préféré rester anonyme. On l'écoute. Donc, moi, comment j'ai découvert que j'avais une vestibulite? J'ai un cheminement là-dedans. En fait, j'ai eu mes premières relations sexuelles qui ont été douloureuses comme plusieurs filles. Et puis, évidemment, je trouvais ça normal puisqu'il y en a beaucoup dans mon entourage qui avaient fait le témoignage d'avoir ressenti des douleurs durant les premières relations. Mais quand j'ai constaté que la douleur s'en allait jamais, j'ai trouvé ça anormal. Et donc, on a aussi parlé à 2 femmes responsables d'études sur les douleurs gynécologiques. D'abord, Mélanie Morin du laboratoire de recherche en neurogynécologie de l'Université de Sherbrooke. Elle y est professeure-chercheur, mais elle est d'abord physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale. C'est en fait les muscles du bassin. Et on a aussi parlé à Serena Corsini-Montt, qui est candidate au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Montréal. Et ses recherches portent sur les douleurs gynécologiques et sont complètement intégrées au laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme, qui est dirigé par la professeure Sophie Bergeron. Et donc, Serena parle au nom de ce laboratoire pour nous. À noter que les 2 laboratoires se connaissent bien. C'est un domaine de recherche peu connu. Donc, elles se connaissent et travaillent ensemble à l'occasion. Alors maintenant, il y a différents types de douleurs qui sont regroupés sous ce qu'on appelle les douleurs génito-pelviennes et les problèmes de pénétration. Avant, peut-être vous avez entendu les termes dyspareunie, qui veut dire la douleur pendant les relations sexuelles, ou vaginisme, qui désigne la contraction des muscles du vagin qui empêche la pénétration. Mais maintenant, c'est sous un seul thème. Nous, on va s'attarder aux douleurs vulvo-vaginales plus précisément. La douleur, elle peut être ressentie à l'intérieur et au fond du vagin, mais les 2 types de douleurs les plus fréquents, c'est d'abord la vulvodynie, qui est la douleur à la vulve ou à un endroit spécifique, et ensuite la vestibulodynie, qui est la douleur au vestibule, à l'entrée du vagin, et c'est vraiment la vestibulodynie qui touche le plus grand nombre de femmes. On va donc écouter Mélanie Morin nous décrire ce qu'est la vestibulodynie, mais à son état provoqué. Donc, c'est pour ça qu'on dit vestibulodynie, dynie pour douleur. Et provoquer, pourquoi on appelle ça provoquer? C'est parce que ça fait mal quand on y touche. Généralement, les femmes n'ont pas de douleur dans leur vie de tous les jours, à moins de toucher à la zone, comme à la pénétration vaginale ou encore en mettant un tampon ou en faisant des activités comme du vélo, par exemple. Alors voilà pour la douleur quand elle est provoquée, mais il y a même certaines femmes qui vont souffrir de douleurs en continu. Et ça, on peut s'imaginer que ça affecte encore plus la vie quotidienne. Ensuite, on peut séparer encore la douleur en 2 catégories. Primaire, c'est-à-dire qui est présente depuis toujours, ou secondaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une période de temps où la femme n'avait pas de douleur. On va retourner écouter Mélanie Morin qui va nous faire part de d'autres types et origines de douleurs. Si on pense à plusieurs groupes d'âge, par exemple, les femmes qui vont être plus âgées, les femmes ménopausées, peuvent développer des douleurs étant donné une atrophie vaginale. Donc, la diminution de l'estrogène va assécher les tissus vulvaires et vaginaux et ça va créer une douleur à cause de la sécheresse qui est présente. Il pourrait avoir aussi certaines maladies transmissibles sexuellement qui pourraient donner des douleurs. Il pourrait avoir, on voit les femmes en postpartum qui ont des douleurs à cause de cicatrices qui sont présentes suite à l'accouchement. Et à partir du moment où les douleurs sont commencées, beaucoup de femmes vont entrer dans un cercle vicieux par peur d'avoir mal à nouveau. Les femmes vont stresser, contracter et causer encore plus de douleurs. Et c'est ce que nous raconte la femme qui a témoigné pour nous. Quand on a des douleurs, c'est sûr que le cerveau enregistre à chaque relation que il enregistre comme des pensées négatives par rapport à la sexualité, puisque le sexe est comme associé à la douleur et donc quand je vais avoir d'autres rapports, comme involontairement, je vais comme me contracter ou je vais quand même plus ressentir la douleur parce que je m'attendais à une douleur. Il est difficile d'identifier les causes exactes des douleurs vulvo-vaginales. Serena Corsini-Montt du laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme, elle définit plus ça comme des facteurs de risque. On l'écoute.
Au niveau des causes, c'est vraiment méconnu. Et au lieu de dire que des causes, on parle plus de facteurs de risque qui sont associés, parce que au plan clinique, chaque femme a son histoire particulière, donc c'est difficile à décrire c'est quoi la cause spécifique. Mais certains facteurs sont plus souvent rapportés chez les femmes qui en souffrent, comme des infections vaginales aux levures fréquentes, comme des dysfonctions des muscles du plancher pelvien. Ça se peut que c'est une prolifération des récepteurs de douleur ou un seuil de douleur qui est plus bas pour cette femme-là. Désolée pour la qualité du son, là, on a eu des petits problèmes lors de l'entrevue, mais on entend bien quand même. Donc, afin de traiter la douleur adéquatement, on imagine que ça prend le bon diagnostic, mais cette étape-là, elle peut être très longue. On va écouter Mélanie Morin à ce sujet. Les femmes, de un, sont gênées d'en parler. De plus en plus, on forme mieux les médecins et les professionnels de la santé à diagnostiquer cette problématique-là, mais c'est pas encore tout à fait au point. Parfois, les femmes se font dire, par exemple, ben je vois pas d'infection ou tu sais, il semble rien avoir. Et là, et ce qui est pas faux, parce que par exemple, la vestibulodynie provoquée, il n'y a pas de traces d'infection généralement. Mais il faut pas comprendre à ça qu'il y a rien et que la douleur est dans notre tête. Ça a des impacts importants pour les femmes de se faire dire que c'est peut-être pas une vraie douleur quand c'est totalement faux. Là, on sait là, dans les recherches que la douleur, elle est très très bien localisée. Elle existe et on voit des changements, là, même au niveau du cerveau chez les femmes qui ont ce genre de pathologie-là. Bien sûr, on peut pas demander au médecin d'être spécialiste dans tout, mais le délai avant de se faire référer vers la bonne personne ou d'avoir un diagnostic, c'est un facteur aggravant. Serena Corsini-Montt estime de 4 à 6 médecins avant d'avoir le bon diagnostic. C'est vraiment beaucoup. Ça ressemble à ce qui est arrivé à la femme qui a témoigné pour nous. Là, ça a pris du temps avant qu'elle ait le diagnostic. Et maintenant, au niveau des traitements, eh bien, il y en a plusieurs. Ça peut être des crèmes anesthésiques, thérapie de gestion de la douleur, chirurgie, injection de botox, hormones, médication. Mais il y en a une qui est méconnue, c'est la physiothérapie. Mélanie Morin, comme on l'a dit, elle est physiothérapeute d'abord. Elle s'intéresse principalement à ce traitement dans ses études. On va l'écouter nous décrire ce que c'est. Admettons qu'on parle de vestibulodynie provoquée, on peut penser que les muscles du plancher pelvien, là je parle en physiothérapeute, là, sont atteints dans le sens qu'il y a des tensions, des difficultés à relâcher cette musculature-là, et ces muscles-là sont situés mais tout autour du vagin, donc des tensions au niveau des muscles du plancher pelvien vont empêcher la pénétration puis causer encore plus de douleur. Là, on a les traitements de physiothérapie qui vont aller avec des modalités comme pour apprendre aux femmes comment contracter, là. Donc on peut mettre à l'écran là, leur activité musculaire de façon à leur enseigner comment aller contracter puis bien relâcher, plutôt bien relâcher cette musculature-là. Il y a aussi toutes les techniques où est-ce qu'on va aller faire des étirements et essayer de détendre la musculature. Alors voilà, pour la physiothérapie, on l'a dit, c'est difficile d'identifier les causes de douleur exactes. Et Serena Corsini-Montt tient à préciser que même si on ne peut pas identifier les causes, bien, les traitements sont possibles. On va l'écouter à ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les causes qu'on n'est pas en mesure de traiter ces douleurs. Que la femme ne peut pas se consulter des experts ou des personnes qui connaissent bien, des professionnels de santé ou des professionnels de santé mentale qui connaissent bien ces problématiques-là. Tout ça à dire, malheureusement, il n'y a pas un traitement en particulier qui a été démontré comme étant efficace pour toutes les femmes. Mais comme il y a très peu d'études randomisées et contrôlées, c'est difficile de déterminer leur pourcentage d'efficacité. Alors voilà, malheureusement, c'est souvent avec le essai-erreur qu'on va savoir. Il y a certaines femmes qui vont avoir le réflexe d'éliminer tout type de sexualité de leur vie. Et j'ai demandé à Serena si une solution passerait pas par une sexualité alternative, c'est-à-dire autre que la pénétration. Et sa réponse, c'est oui et non. Moi, je dirais oui et non. À court terme, oui, parce que ça laisserait la chance de trouver le plaisir, de minimiser les conséquences négatives de la sexualité douloureuse. Ça peut laisser la chance de retrouver la satisfaction sexuelle, le désir, l'excitation, sans la pression ou l'inquiétude que la douleur va se produire. Et non, à long terme, faire ce monofocus autre que la pénétration, parce qu'on veut pas limiter le couple ou l'individu dans leur répertoire sexuel ou dans leur activité. On veut pas ni empêcher la fertilité du couple de chercher de l'amour pour
devenir enceinte. Donc, vraiment, avec le traitement de la gestion de la douleur, le traitement de la thérapie, nous, ce qu'on cherche, c'est la possibilité d'avoir une pénétration avec moins ou sans douleur. Alors, il faut donc cesser de voir la pénétration comme seul acte sexuel, mais plutôt l'inclure. Et en ce qui a trait aux homosexuels, Serena mentionne qu'elle n'a pas de données si ces femmes vivent différemment les douleurs, parce qu'elle n'en a pas vu dans sa pratique, mais elle pense toutefois que ces femmes ont déjà tendance à avoir une sexualité alternative, donc le vivraient un peu moins difficilement, mais elle invite bien sûr les femmes homosexuelles à participer aux études si ça les touche, afin d'en savoir plus. Et on peut s'imaginer que ces douleurs-là vont affecter beaucoup la vie des femmes. On remarque souvent plus de dépression chez ces femmes-là. On va écouter comment la femme qui a témoigné pour nous a vécu ça. Quand on a ce problème-là, veut pas, on se sent un petit peu impuissante, puis il y a un grand sentiment de culpabilité qui est relié à ça. Quand on sent justement qu'on n'est pas capable d'offrir ce qu'on voudrait à notre copain, c'est sûr que ça joue beaucoup sur le moral. On peut faire un lien avec les pressions sociales que vivent les femmes, les supposées normes établies, les préjugés qu'elles rencontrent. Et Serena Korsenimon a nommé quelques-uns des préjugés pour nous. On l'écoute. Que la sexe est supposée d'être spontanée, facile, toujours satisfaisante, que les préliminaires sont seulement les préliminaires, les activités sexuelles qui sont comme pas la pénétration, sont pas au même niveau que la pénétration comme importance. C'est un préjugé, comme vous l'avez nommé, ou des attentes, je pense, qui existent, ou des mythes qui existent par rapport à la sexualité. Ça travaille contre un sentiment d'être normal, en bonne santé et fonctionnel. Mais la risque, peut-être, dans tout cela, c'est que ça peut toucher comment on se sentir par rapport à nous-mêmes et qu'est-ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Ces femmes-là peuvent commencer à se sentir qu'il y a quelque chose mal, quelque chose qui ne va pas avec eux, adéquat ou pas. Ils ne sont pas hétérosexuels comme les autres. Et c'est pas le cas. Mais ça, c'est un autre préjugé, que les femmes n'aiment pas de l'amour. Et ça peut contribuer à l'effet qu'ils ont la douleur. Et là, ils ne peuvent pas chercher leur plaisir avec les actes sexuels avec la pénétration. Alors, malgré les suivis médicaux, comme on l'a dit, qui ne sont pas toujours adéquats, il est important de consulter. C'est pourquoi les deux expertes qu'on a rencontrées aujourd'hui invitent les femmes qui vivent des douleurs vulvo-vaginales à participer à leurs études. Souvent, les traitements, c'est peu abordable et disponible seulement dans le privé. Alors là, c'est des études qui offrent des traitements gratuits avec un suivi médical et psychologique rapide. Alors, rapidement, du côté de Mélanie Morin, du laboratoire de recherche en urogynécologie, il reste encore des places à Montréal et Sherbrooke. Serena Korsenimon du laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme. Ils ont des études sur l'impact de la douleur chez les couples et les traitements médicaux et psychologiques. Il y a aussi, on va mettre un lien sur notre page Facebook, un forum pour le vaginisme et la vulvodynie. C'est la femme qui a témoigné pour nous qui a dit qu'elle avait consulté. Et donc, vous pouvez retrouver tous les détails de ça sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Florence, et merci à toutes les intervenantes qui ont participé à ton reportage. Vraiment, on espère que ça va, disons, aider à démystifier un peu cette douleur que beaucoup plus de femmes, comme tu l'as mentionné, vivent. Donc, on va continuer en musique avec la pièce Animalist de l'artiste folk Lala. Soy yo, caen abatidos por mi razón. Malas bailan en mi corazón, la perversa soy yo, caen abatidos por mi razón. Mata a la leona, quiere comer, donde no debe, quiere beber. Mata a la leona, quiere comer, donde no debe, quiere beber. Donde se queman locuras, cantiras, suben al cielo y giran en vibraciones de
11h58 et c'est déjà ce qui termine l'édition du 23 juillet 2014 d'Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était Audrey Gosselin-Pellerin, votre animatrice, en compagnie de Florence Bélopage à la technique. Merci Florence. Merci à toi Audrey. Et merci beaucoup à Cynthia aussi qui est avec nous en studio. Merci Audrey, merci Florence. On remercie également Alia Chakridi, Mélissa Beaulieu-Lucier, Souad Martin-Saoudi, tous nos invités et vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été là avec nous. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, allez consulter notre page Facebook Ève et Pandore, CKUT 90,3 FM. Mercredi prochain, n'oubliez pas d'écouter le collectif Spitfire. Dans quelques secondes, Amanda suivra et nous, on se retrouve le 29 octobre 2014. Alors, prenez ça en note. On a déjà hâte de vous retrouver.